Racheter des centrales nucléaires fermées et vieillissantes, une bonne idée? Pas vraiment sûr de ce côté-là. Bonjour à tous, c'est Maxime Bourgeois et je décrypte avec vous cette actualité. C'est ce que propose notre gouvernement, racheter tout le parc nucléaire belge. L'objectif est bel et bien un rachat de tout le parc nucléaire, les 7 réacteurs. Alors c'est une reprise du parc complet des 7 réacteurs qu'il y a en Belgique, mais aussi, en fait, c'est la branche nucléaire en Belgique d'ENGIE. Mais avant de critiquer, essayons de comprendre cela. Voici un petit tour historique de la question du nucléaire en Belgique. À la fin des années 1960, la Belgique connaît une forte croissance industrielle et une hausse rapide de la consommation d'électricité. Le pays dépend fortement du pétrole et du charbon importé. Historiquement, la Belgique avait surtout du charbon en Wallonie avec les bassins de Liège et du Borinage. Mais comme vous le savez, les grandes mines ont fermé au XXe siècle parce que le gisement était soit moins compétitif, l'extraction devenait extrêmement coûteuse, et puis d'autres pays avaient des réserves beaucoup plus vastes et une main-d'œuvre beaucoup moins coûteuse. Pour vous donner une petite idée de notre dépendance énergétique, voici quelques chiffres. Sur un classement mondial d'environ 200 pays, le nombre de pays qu'il y a sur Terre, selon les ressources naturelles, pétrole, gaz, charbon, minerais, bois, la Belgique se situerait probablement entre la 120e et la 150e place pour les ressources naturelles. Mais si nous regardons que le pétrole, le gaz et le charbon, nous constatons que nous faisons partie des derniers pays au monde à avoir ce type de ressources. Cela vous montre bien la dépendance que la Belgique possède vis-à-vis des pays étrangers. La Belgique ne possède donc aucune grande réserve énergétique, ni métaux stratégiques majeurs, ni vastes ressources minières. Le gouvernement belge va donc décider de développer l'énergie nucléaire afin d'assurer l'indépendance énergétique du pays. Le but est de sécuriser l'approvisionnement électrique et de réduire la dépendance au pétrole. Cette stratégie s'accélère après le premier choc pétrolier de 1973. C'est un événement important à comprendre ici. Dans les années 1960 et 70, le pétrole est devenu le carburant des voitures, le chauffage des maisons, l'énergie des usines, le carburant des avions et la base de nombreux produits chimiques. Sans pétrole, l'économie ralentit, les transports bloquent et même s'arrêtent, les prix montent et c'est tout le pays qui panique. Avant 1973, le pétrole paraît infini et bon marché. Les pays occidentaux vivent une période très prospère, forte croissance, voitures partout, les autoroutes, l'électroménager, l'aviation commerciale se développent partout. On croit que le pétrole coulera toujours et à bas prix. Le problème, c'est que le robinet est ailleurs qu'en Belgique. Le pétrole consommé par l'Europe et les États-Unis vient largement du Moyen-Orient. Les grands producteurs sont notamment l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït. Ces pays comprennent progressivement quelque chose d'important. Le monde entier dépend de notre pétrole. C'est comme si les producteurs réalisaient qu'ils possédaient la clé du moteur mondial. En 1973, la crise éclate. En octobre de cette année, éclate la guerre du Kippour. C'est Israël qui affronte plusieurs pays arabes. Les États-Unis et plusieurs pays occidentaux soutiennent Israël. En réaction, plusieurs pays arabes producteurs de pétrole décident de réduire leur production. Cela fait augmenter fortement les prix. Ils imposent même un embargo à certains pays comme les États-Unis et les Pays-Bas. À ce moment-là, le prix du baril explose brutalement. Il est multiplié par 4 en quelques mois. Le monde occidental panique. Les conséquences sont énormes. Dans la vie quotidienne, on remarque des files immenses aux stations-service. Il y a des pénuries et des limitations de vitesse sont mises en place, de même que dans certains pays, des dimanches sans voiture. L'économie reçoit un fameux coup de marteau. Comme tout dépend du pétrole, les coûts de transport explosent, les produits deviennent plus chers. Les entreprises souffrent, l'inflation grimpe, tout devient plus cher immédiatement. Alors pourquoi parle-t-on de choc pétrolier? Parce que la hausse n'est pas lente, elle est brutale. Le monde découvre soudainement sa dépendance énergétique et le pouvoir géopolitique du pétrole. Le choc est autant psychologique qu'économique. Les gouvernements comprennent que leur prospérité repose sur une énergie qu'ils ne contrôlent pas. Le nucléaire à ce moment-là devient alors très séduisant. Après le choc pétrolier, beaucoup de pays se disent qu'ils doivent produire leur propre énergie. La France accélère massivement son programme nucléaire, la Belgique aussi. Le nucléaire apparaît alors comme une assurance énergétique, une indépendance stratégique et une protection contre les crises pétrolières. Mais en 1979, il y a un deuxième choc pétrolier. C'est une autre crise qui survient après la révolution iranienne.
Le pétrole remonte fortement. Souvenez-vous, l'Iran est producteur aussi de pétrole. Le monde comprend alors que le premier choc pétrolier n'était pas un accident temporaire et que cela risquait de se reproduire. Regardons encore aujourd'hui avec le détroit d'Ormuz et la flambée de l'essence. Le choc pétrolier change donc durablement le monde. En Europe notamment, on décide donc de développer le nucléaire. Pour éviter donc une trop grande dépendance, la Belgique va construire 2 grands sites nucléaires. La centrale nucléaire de Doel, située près d'Anvers sur l'Escaut, et la centrale nucléaire de Tihange, située tout près de Wyss sur la Meuse. À Doel, 4 réacteurs vont être construits. Doel 1 et 2 en 1975, Doel 3 en 1982 et Doel 4 en 1985. Vous allez voir, les dates vont avoir une importance. Le site est choisi notamment pour l'accès à une grande quantité d'eau de refroidissement, la proximité du port d'Anvers et des zones industrielles gourmandes en électricité. À Tihange, on décide de construire 3 réacteurs. Tihange 1 en 1975, Tihange 2 en 1983 et Tihange 3 en 1985. Au total, la Belgique dispose donc de 7 réacteurs nucléaires. Entre 1980 et 2000, la Belgique vit son âge d'or du nucléaire. Le nucléaire devient central dans le système électrique belge. À certaines périodes, plus de 50% de l'électricité belge provient du nucléaire. La Belgique devient l'un des pays les plus nucléarisés d'Europe par habitant. Le nucléaire belge est alors considéré comme relativement bon marché, stable et stratégique pour l'industrie belge. Mais voilà, des oppositions font lieu contre l'énergie nucléaire. Par exemple, la volonté de vouloir construire une nouvelle centrale nucléaire à Andenne et Hohe, dont j'ai fait une vidéo, est confrontée à une population contestataire. Un référendum a lieu dans ces 2 communes qui rejettent massivement le projet. Après plusieurs débats environnementaux et politiques, la Belgique adopte en 2003 une loi prévoyant la sortie progressive du nucléaire. Cette loi demande la fermeture des réacteurs après 40 ans d'exploitation et l'interdiction de construire de nouvelles centrales. Cette décision est influencée par la montée des partis écologistes, mais aussi par des préoccupations sur les déchets nucléaires et des accidents nucléaires internationaux, notamment à Tchernobyl. Selon le calendrier initial, toutes les centrales devaient fermer d'ici 2025. Mais voilà, la Belgique n'a que peu de moyens de se passer du nucléaire. Elle reste terriblement indépendante des importations d'énergie fossile et la transition écologique prend énormément de temps. Et celle-ci est sujette aussi à de nombreuses contestations. Personne ne veut d'une éolienne au fond de son jardin. Face au risque de pénurie, plusieurs gouvernements belges décident cependant de prolonger certains réacteurs. Nous constatons les premières prolongations avec Doel 1 et Doel 2, dont ceux-ci sont prolongés au-delà de leur durée prévue. Tihange 1 aussi bénéficie d'une extension temporaire. Le débat devient très politique. Les écologistes sont favorables à la fermeture. Les partis libéraux et nationalistes favorables, eux, au maintien du nucléaire. Mais les premières fermetures se font entre 2022 et 2025. Arrêt de Doel 3, le réacteur est arrêté définitivement en septembre 2022. De même pour Tihange 2, le réacteur est arrêté en janvier 2023. Doel 1 est arrêté en 2025, Tihange 1 doit également être arrêté. Doel 2 suit progressivement. Ces fermetures marquent le début concret du démantèlement nucléaire belge. Mais la crise énergétique et la guerre en Ukraine va passer par là. À partir de 2021 à 2022, les prix du gaz explosent. La guerre en Ukraine bouleverse les marchés énergétiques européens. Plusieurs réacteurs français dont on aurait pu demander leur aide sont temporairement indisponibles. Le gouvernement belge revoit alors sa stratégie. En 2022-23, il décide de prolonger de 10 ans les 2 réacteurs les plus récents, Doel 4 et Tihange 3. Leur exploitation est prolongée jusqu'en 2035. Aujourd'hui, sur les 7 réacteurs, 5 sont à l'arrêt. Seuls Doel 4 et Tihange 3 continuent leur activité. Mais le débat continue fortement. En 2025, le Parlement belge a même supprimé la loi du sortie du nucléaire de 2003, ouvrant la possibilité de prolonger encore les réacteurs et de construire de nouveaux réacteurs. Aujourd'hui, le nucléaire fournit encore une part importante de l'électricité belge. Mais la gestion à très long terme reste un sujet sensible. Alors, n'est-il pas dangereux de continuer à faire fonctionner des centrales nucléaires qui devaient s'arrêter après 40 ans? Ne serons-nous pas mis devant des problématiques majeures en continuant à faire fonctionner ces centrales nucléaires? Alors, dans le monde, est-ce qu'on a déjà rallongé des centrales nucléaires? La réponse est oui, et voilà un exemple. La centrale nucléaire ayant la plus longue durée d'exploitation au monde est celle en Suisse. Besno 1 est entré en service commercial en 1969. En 2026, il fonctionne toujours. Cela fait donc 57 ans. Il détient le record du plus ancien réacteur nucléaire commercial encore en exploitation. Normalement, les réacteurs nucléaires ont une durée de vie de 30 à 40 ans. Cependant, grâce aux inspections,
à la maintenance et au remplacement de nombreux composants, plusieurs pays ont prolongé cette durée. 60 ans est aujourd'hui une durée courante pour de nombreux réacteurs. Certains réacteurs aux États-Unis ont obtenu des autorisations jusqu'à 80 ans. Des études sont même en cours pour envisager des exploitations allant jusqu'à 100 ans. Mais cela reste exceptionnel et dépend de contrôles très stricts. Si la Belgique décide donc de racheter son parc nucléaire, elle peut envisager de continuer de prolonger la durée de vie de ces 2 réacteurs nucléaires restants, et donc de ramener un revenu assez conséquent pour la Belgique. Mais voilà, la Belgique veut racheter tout le parc nucléaire, donc aussi les 5 réacteurs qui sont définitivement fermés. Alors une question qu'on doit se poser, c'est est-il coûteux de démanteler des réacteurs nucléaires? Là aussi, nous avons plusieurs exemples dans le monde. Il y a eu des centrales nucléaires dans le monde qui ont été entièrement démantelées. Même si le processus prend souvent des décennies, en fait, très peu de sites ont atteint le stade final complet. Mais certains, oui. Un exemple, c'est le Maine Yankee nucléaire aux États-Unis. Le réacteur est arrêté en 1996. Le site a été décontaminé, démoli et rendu en grande partie à un usage industriel classique. Il reste seulement une installation de stockage de déchets nucléaires sur place. C'est souvent présenté comme un démantèlement réussi. Donc nous avons des exemples de démantèlement faits et établis sur lesquels peut se reposer la Belgique. Mais cependant, il existe une question fondamentale sur le déchet du nucléaire, et certains considèrent qu'une centrale nucléaire n'est jamais réellement démantelée, étant donné que ces déchets nucléaires survivront pendant des dizaines de milliers d'années. Maintenant, il serait intéressant de voir le coût d'un démantèlement nucléaire. Et ceux-ci sont énormes et extrêmement variables selon les cas. Mais pour vous donner une petite idée, pour le coût de la centrale nucléaire démantelée aux États-Unis, ça a coûté environ 500 millions de dollars. Cependant, les déchets restent stockés sur place et certains coûts futurs existent encore. Mais par exemple, pour l'Allemagne, on parle de 40 à 50 milliards d'euros pour démanteler tout son parc nucléaire. Il est donc extrêmement difficile de savoir combien cela pourrait coûter pour la Belgique, mais assurément ça coûterait des milliards d'euros et très probablement des dizaines de milliards d'euros. Alors en conclusion, la Belgique doit-elle racheter son parc nucléaire? Ce que je considère, c'est qu'il est important de demander l'avis à la population et donc de faire un référendum. Oui, si nous rachetons le parc nucléaire, nous le faisons avec de l'argent public. Si nous devons ensuite démanteler les centrales nucléaires, il faudra le faire aussi avec de l'argent public. Alors nos centrales nucléaires, elles ont été vendues à un opérateur privé, Engie, qui s'est fait évidemment des fortunes sur ce complexe nucléaire, et donc il paraîtrait logique que c'est à elle de supporter évidemment le poids du démantèlement. La Belgique, elle décide peut-être de racheter son parc nucléaire pour avoir les 2 réacteurs qui survivent, pour continuer à exploiter ces 2 réacteurs nucléaires, permettant des gains financiers et aussi assurer une indépendance énergétique. Mais qu'est-ce qu'il deviendra des autres réacteurs nucléaires? Aurons-nous suffisamment d'argent pour pouvoir les démanteler? Et ensuite, aurons-nous encore de l'argent pour démanteler les 2 réacteurs restants? C'est une question profonde à laquelle il est nécessaire qu'on puisse y discuter et il est important d'y faire un référendum. Parce que n'oubliez jamais, c'est avec votre argent qu'ils vont racheter les centrales nucléaires et c'est avec votre argent qu'ils utiliseront pour démanteler les centrales nucléaires, qui coûtera un prix faramineux. Voilà, quel est votre avis sur la question? Je vous laisse en commentaire et je vous vois pour une autre question d'actualité. Au revoir.